Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche de printemps. Vous connaissez l'émission, alors vous savez très bien que Ferniaud fait le marché. J'aime avoir un grand panier, ça représente l'émission, plein de produits de saison, quand c'est possible. Alors ce matin, on va être carrément dedans, parce que c'est un panier de fraises dont on va se régaler ensemble pendant cette heure d'émission. Oui, les fraises, il faut faire le point. La fraise, c'est vraiment le fruit représentatif du printemps. Alors on y va, on est aux fraises, on plonge dedans. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors pour démarrer, j'ai fait appel à Xavier Mas, qui est le président de l'AOPN Fraises et Framboises, mais on s'en occupera une autre fois, de France. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier Mas, d'abord je tiens à préciser sur le plan botanique, parce qu'il est toujours bon de le dire, que la fraise c'est pas vraiment un fruit sur le plan botanique, c'est un ensemble de fruits, parce que vous savez les petits grains un peu jaunes souvent qui sont à la surface de la fraise, c'est ça les fruits, ça s'appelle les akènes, donc la fraise c'est un sac de fruits, mais enfin bon, schématiquement c'est quand même un fruit, c'est vendu comme tel en fait, sous cette dénomination. Oui, tout à fait. La fraise est un faux fruit, en fait. Un faux fruit, mais un vrai ami. Et un vrai ami, tout à fait, ouais. Alors, vous êtes en plus de président de la OPN Fraises et Framboises de France, vous êtes président de la coopérative La Vallée du Lot, et donc producteur vous-même en Lot-et-Garonne. On est d'accord ? C'est bien ça, ouais. Je suis président de la coopérative Vallée du Lot, en Lot-et-Garonne, Marmandise. Donc, oui, et puis je suis accessoirement, effectivement, producteur de fraises, quand même. Ah ben quand même, il faut savoir de quoi on parle, j'imagine. Alors en fait c'est un collectif, l'AOPN, c'est une sorte de part de la filière qui regroupe un grand nombre de producteurs pour les aider à la fois dans la commercialisation et la promotion des fraises et des framboises. Donc vous regroupez combien de producteurs à l'AOPN ? Écoutez, aujourd'hui on représente à peu près 600 producteurs. Ouais. Au travers d'une trentaine d'entreprises de commercialisation. Donc effectivement, et on s'occupe bien sûr, oui, alors pas de la commercialisation, mais essentiellement de l'expérimentation et de la promotion de notre produit. Oui, mais quand je dis commercialisation, c'est parce que grâce à l'AOPN, ça représente une force de frappe. Donc pour négocier, et notamment les prix, c'est plus important d'être regroupé. Oui, tout à fait. Alors, on négocie pas les prix au niveau de l'AOP, ce sont les entreprises d'expédition qui négocient. Mais enfin, on est quand même interlocuteur de la grande distribution, des pouvoirs publics, pour évoquer et résoudre certains problèmes qui peuvent se poser parfois, oui. En tout cas, vous êtes Monsieur Fraise et Monsieur Framboise pour moi ce matin et pour ceux qui nous écoutent. Alors, je vous ai appelé parce que je voulais faire un peu le point sur la saison des fraises. J'ai entendu dire que comme le printemps avait été précoce et chaud, il y avait une sorte d'explosion. Alors, explosion bien maîtrisée quand même, mais en tout cas de pousse intense de la fraise en début de saison qui a produit une certaine surproduction, et comme on le sait, surproduction dit toujours baisse des cours. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Oui, vous avez raison. Il faut savoir qu'on a passé quand même 2 mois, janvier et février, assez horribles, puisque nous, à Lot-et-Garonne, on a eu un temps très pluvieux. Oui, on s'en souvient des inondations dans le sud-ouest. Oui, tout à fait. Depuis début mars, effectivement, on a un temps très ensoleillé, qui est quand même propice au développement de nos fraisiers et à l'avancée en maturité des fraises. Ouais. Donc, et là aujourd'hui, effectivement, on est en pleine saison de fraises. Alors, pas uniquement en Lot-et-Garonne, mais sur l'ensemble du territoire. Tous les bassins de production aujourd'hui sont présents. J'aimerais qu'on fasse un point ensemble, parce que il y a beaucoup de légendes, en tout cas, et d'idées reçues et fausses idées autour de la fraise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement 2/3 de la production française de fraises se fait hors sol. C'est-à-dire des fraises de pleine terre, il n'y en a plus que, moins de 35%, grosso modo. Oui, tout à fait. C'est vrai, vous avez raison. Alors,
il faut pas dénigrer un mode de production par rapport à un autre. Non, bien sûr. Parce que quand même la stratégie de nous, producteurs français, ça a été quand même de conserver des variétés qui sont identiques, qu'elles soient cultivées en sol ou en hors sol. Et pour être sûr, effectivement, de garder la même qualité gustative de ces variétés-là, on avait fait quand même, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, des tests hédoniques, c'est-à-dire des tests de dégustation, des mêmes variétés cultivées en sol et en hors sol, qui nous a permis de démontrer qu'effectivement, il n'y avait pas de différence significative en termes gustatifs entre les deux modes de production. J'aime à vous l'entendre dire parce que ça veut dire en quelque sorte que la fraise est plus fonction d'abord de on va dire de sa variété, et on a des belles variétés françaises, et de son mode de culture et de sa maturité, surtout de la cueillette à maturité, plus que le terroir. Oui, tout à fait. C'est la variété qui fait le goût essentiellement en fraise, et puis et sa cueillette à maturité. Il faut savoir que une variété comme Garriguette, par exemple, en fait, c'est 50 ans cette année, donc c'est quand même assez rare dans le monde agricole. Ouais, chez les obtenteurs, ça va plus vite en général. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et cette variété est cultivée en sol et en hors sol de la même manière, et il n'y a aucune différence gustative. Mais par contre, effectivement, on garde des variétés anciennes qui sont quand même reconnues aujourd'hui auprès des consommateurs, quoi. Alors moi j'aime vous l'entendre dire, et j'abonde dans votre sens, parce que vous savez que je suis assez critique moi en matière gustative. Quand les choses qui me plaisent pas, je me gêne pas pour le dire, et je me suis rendu compte, même si je dirais qu'on a tous ce tropisme terroir dans la gastronomie, on aime bien que ça vienne de quelque part, on aime bien parler de sol et de sous-sol, on aime bien, voilà, mais vraiment pour la fraise, et pour avoir expérimenté plusieurs fois les mêmes variétés même dans une même région, on peut pas faire la différence entre celles qui sont de pleine terre bien menées et celles qui sont en hors sol, en hydroponie bien menées également. Donc c'est vraiment, il faut le dire, parce que ce fantasme du terroir pour les fraises, il y a beaucoup de fruits et de légumes où ça joue, pour la fraise pas vraiment. De toute façon, celles qui sont en pleine terre sont généralement sous tunnel en ce moment, tant qu'il fait pas tout à fait assez beau. Et la façon de gérer l'eau est très importante, par exemple, sur le goût final. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une plante qui est quand même très sensible, très compliquée à mener quand même aussi. Techniquement, c'est quand même assez compliqué. C'est un vrai métier. Et effectivement, on a cette particularité, nous, producteurs de fraises en France, c'est que globalement, on est sur des variétés gustatives essentiellement par rapport aux produits d'importation. Ouais, produits industriels, on peut dire. Il y a une fraise industrielle dans les grands pays producteurs que sont l'Espagne, le Maroc, par exemple. Ouais, mais alors bon, je veux pas dénigrer mes homologues italiens ou espagnols, mais globalement, on n'est pas sur les mêmes structures d'exploitation, on n'est pas sur les mêmes variétés, et on n'a pas du tout la même stratégie de production. Ouais. D'ailleurs, on va avoir dans quelques minutes Ronan Evin, fondateur de Gustatif et Solidaire, qui s'occupe beaucoup de petits producteurs, et on va voir que effectivement la structure joue énormément, et notamment dans le fait de cueillir à maturité, parce que on peut le dire pour beaucoup de fruits et légumes, c'est pas souvent les conditions d'exploitation qui sont déterminantes en définitive, ou même les variétés. Et pour la fraise, si, c'est important, mais c'est surtout le minimum de temps et entre la cueillette et la mise sur la table, ou la mise à disposition des consommateurs. Et c'est là, je le dis souvent, la fraise de Huelva, elle est pas mauvaise en soi si on la mange sur place, mais le transport l'oblige à cueillir verte, presque. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que nous, en fait, on commercialise nos fraises uniquement sur le territoire national. On fait pas d'exportation, ce qui nous permet d'avoir des délais entre la cueillette et le rayon. Un peu comme le poisson, c'est la marée des fraises, quoi. Alors, ouais, c'est pas tout à fait la même odeur. Non, j'imagine. Mais oui, vous avez raison. Ouais. Alors, un dernier mot. Parlez-nous du cours, parce que effectivement, moi j'ai trouvé que le prix de la fraise, du coup, tenu par cette production importante, était extrêmement tenu. Dans une période d'inflation de nombreux produits alimentaires, là, la fraise, elle était pas chère là en début de saison. Ouais, elle était effectivement pas très chère. Alors, c'est jamais assez cher pour un producteur. Non, bien sûr. Mais globalement, on est aussi vigilant au fait que, si vous voulez,
il faut qu'on ait un produit qui soit quand même accessible aux consommateurs. Donc c'est vrai qu'on a connu par contre une forte inflation pendant les années Covid. Bah oui. Et donc depuis les années Covid, depuis 2022 en définitive, les prix ont tendance à plutôt se stabiliser. Même si on a, là on est en train de connaître une inflation sur nos intrants qui est quand même considérable avec les événements géopolitiques qu'on connaît actuellement. Donc, mais qui n'auront pas de répercussions sur la campagne en cours, de toutes les façons. D'accord. Xavier Mas, une dernière question. Est-ce qu'un producteur comme vous, qui voit une saison trop belle, il faut le dire, ça peut arriver, a des moyens pour freiner la pousse des fraises, pour gérer en fait un flux continu sur la saison ? Non, aucune. Très aucune, hein. Non. Quand ça part, ça part. Quand ça part, le fraisier, si vous voulez, c'est quelque chose de vivant. Quand on a un peu de vent du sud comme on a actuellement aujourd'hui, depuis aujourd'hui, donc là, on a des nuits très douces qui sont quand même propices à la maturité. Donc voilà. Le seul message, si je comprends bien, c'est mangez-en, quoi. C'est de dire à nos auditeurs, allez-y, quoi. Mangez de la fraise. Exactement, c'est le bon moment, ouais. Bon, merci beaucoup Xavier Mas. Je rappelle que vous êtes le président de l'AOPN Fraises et Framboises de France, là-bas dans le Lot-et-Garonne. Et écoutez, on va en manger des fraises. On pensera à vous quand on ira au marché tout à l'heure. Merci beaucoup et à bientôt. Dans une seconde, on va continuer dans notre beau panier de fraises parce qu'il y a des tas de trucs à savoir. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, un marché de fraises, vous l'avez compris, de fraises françaises. Ah bah oui, quand même, les meilleures du monde. Je suis pas chauvin, c'est les consommateurs qui le disent et ils ont bien raison d'ailleurs. On était à l'instant au téléphone avec Xavier Mas, le président de l'AOPN Fraises et Framboises de France, pour faire un petit peu le point sur la saison. Et on va faire un petit peu le point sur les producteurs avec quelqu'un qui les connaît bien. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Renan Evin. Bonjour Vincent. Renan, vous êtes le fondateur de Gustatif et Solidaire. C'est une marque et un petit sticker que l'on voit beaucoup dans la grande distribution quand on va chercher un peu les produits de qualité, et notamment les asperges et les fraises qui nous occupent aujourd'hui. Mais ce n'est pas une marque à proprement parler, Gustatif et Solidaire. C'est en fait un collectif de producteurs, c'est ça ? Absolument, oui, c'est un collectif d'une centaine de producteurs. Oui. On est 109, pas particulièrement que de fraises, mais effectivement, on touche beaucoup de producteurs, de petits producteurs français, un petit peu partout en France, mais passionnés par le terroir. Alors, ce collectif, il est piloté par une structure qui s'appelle Sol et Fruits, qui fait un travail en fait à la fois d'identifier, de regrouper, d'aider et surtout de distribuer les produits de ces producteurs. Complètement. Voilà, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant, 15 même presque maintenant. On source des producteurs un peu partout en France et l'objectif, effectivement, c'est de les mettre en lumière, leur donner une fenêtre d'expression pour qu'ils puissent commercialiser leurs produits de façon rémunératrice et continuer à faire leur travail le mieux possible en privilégiant les variétés de qualité plutôt que des variétés à fort rendement qui sont souvent un peu déceptives. Et c'est une marque que les consommateurs en grande distribution connaissent bien parce que ça identifie en tout cas que ça vient de chez un producteur. C'est comme c'est qui le patron pour le lait, quoi. Je fais un rapport un peu simple, mais pour comprendre. Oui. D'ailleurs, on se connaît bien avec c'est qui le patron, mais effectivement, Vincent, sur les paniers, sur les barquets de bois que nos producteurs commercialisent, on retrouve leurs photos. On sait de qui elle vient. Et effectivement, on arrive à identifier au premier coup d'œil le producteur et on peut même, si on le souhaite, le contacter plus ou moins directement avec les moyens d'aujourd'hui. C'est très facile. Alors moi, j'aime bien savoir de qui je mange les fraises. Ça tombe bien. Et avoir la tête en plus du producteur ou de la productrice, c'est très chouette. Renan Evin, on a levé une sorte de voile sur une légende qui a cours depuis longtemps parce que je le disais avec votre prédécesseur à l'antenne,
Xavier Mas, on a toujours tendance à mettre en avant le terroir en France. Et quand on dit terroir, on pense terrain, on pense terre, on pense champ, on pense même champ sous tunnel. Et on a levé cette légende, le voile sur cette légende. En fait, une fraise qui serait faite hors sol, et c'est de plus en plus, parce que c'est 2/3 des fraises en France, par rapport à celles qui poussent encore dans le sol. 4/5. Oui, allez, on va dire même oui. Voilà. Et donc, il n'y a pas de différence gustative. C'est prouvé maintenant. Si vraiment on fait des tests organoleptiques, la fraise, elle ne se nourrit pas des éléments du sol comme le ferait la vigne, par exemple. Et donc, une fraise, qu'elle pousse hors sol ou en sol, c'est à peu près pareil. En revanche, la structure de production change énormément par rapport à nos grands voisins que sont l'Espagne, le Maroc. Et donc, vous, c'est très important pour vous, justement, cette structure de production, le fait d'être avec des petits producteurs qui sont attentionnés à leurs produits, à leur jardin, j'ai envie de dire. Absolument. Le sol, ça reste malgré tout, extrêmement important puisque c'est le portefeuille nutritif des plants. Et chez nos producteurs, on en a énormément qui plantent très tard dans l'été, donc c'est-à-dire au début de l'automne, et qui vont donc laisser tout l'hiver le plant s'enraciner dans le sol pour qu'ils puissent capitaliser malgré tout sur cette notion de terroir. Et il y a vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement strict. Nous, on voit une réelle différence avec ces producteurs de sol. D'accord. C'est très net. On a des variétés que l'on ne peut pas conduire de la même façon sur des jardins suspendus que sur des terroirs sur lesquels on a des rendus gustatifs qui sont extrêmement pertinents. Donc des variétés peut-être plus tardives, du coup, qui se nourrissent du sol par rapport à la gariguette qui est largement maintenant en hydroponie? Oui, tout à fait. On a même gariguette pleine terre. Nous y voyons personnellement une réelle différence, même d'un terroir à l'autre. On se parle, Renan. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que très honnêtement, ça mériterait pas qu'on lève le voile définitivement, qu'il y ait des consommateurs qui puissent consommer des fraises de pleine terre de même variété, bien menées, dans un système et dans l'autre, parce que parfois on a l'impression que ça devient presque un argument marketing. Ce que je comprends d'ailleurs, parce que moi je suis comme vous. J'aime le terroir, j'aime me dire que la fraise vient de Bretagne ou qu'elle vient du Lot-et-Garonne ou qu'elle vient du sud-est. Mais dans la réalité, en dehors des variétés, vous dites qu'il y a une différence. Est-ce que c'est accrédité par les dégustations ? Complètement. Par les dégustations, si on peut parler de ça, c'est très clair. On sait que pour juste rester sur les dégustations, ça se ressent, notamment sur la Manon des fraises, qui est une excellente variété, ramassée en pleine terre, et gustativement très très bonne. On en a sur d'autres variétés un peu plus confidentielles. Je pense à celle de Benoît Lopez à la Chapelle-sur-Erdre, qui fait une fraise qui s'appelle Capella, qui est redoutable et qui n'a malheureusement pas le même rendu sur des jardins suspendus. D'accord. Donc on a une réelle différence qui s'opère. Et il ne faut pas oublier, sans faire de la chimie ou des choses comme ça, qu'on a énormément d'éléments présents naturellement dans les sols, qui varient d'un terroir à l'autre. Des oligo-éléments notamment, des nutriments, comme on dit. Oui, absolument. C'est 29 nutriments essentiels dont le plant a besoin, quel qu'il soit d'ailleurs, et qu'on trouve de façon très diversifiée d'un terroir à l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas sur des jardins suspendus où on est sur des solutions nutritives qui n'apportent pas la totalité de ces éléments. Donc la qualité du terroir n'est pas juste fait du soleil et de la météo, elle est quand même nettement à mettre au crédit du terroir sur lequel on se trouve. Mais vous êtes d'accord pour dire que, en tout cas, déjà le fait que la fraise soit française, on a des variétés extraordinaires qui sont pensées pour la consommation, on va dire, de qualité et non pas pour de la fraise industrielle qui soit trop dure pour pouvoir être transportée sur des longues distances. C'est une fraise de proximité, la fraise française. Oui, absolument. Ça, on peut pas l'enlever. On a vraiment c'est une vraie différenciation. Mais attention, il y a toujours des variétés qu'on juge moins, qui sont exemptes chez nous, par exemple, qu'on ne travaillera pas parce qu'on n'a aucune satisfaction à les consommer, mais on est encore, je dirais, à des kilomètres de ce qui se fait de l'autre côté de la frontière et que l'on voit sur nos étals. Bah oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la France,
ce n'est que entre la 15 et le 20e pays producteur de fraises. On produit très peu de fraises, hein, comparé à la Chine, aux États-Unis, on le disait l'Espagne, l'Égypte, le Maroc, enfin, sont des pays qui sont des gros producteurs de fraises. Mais alors attention, hein, c'est pas du tout la fraise française. Tout à fait. Tout à fait. On a vraiment une amplitude de variétés qui existe au travers de nos producteurs. D'ailleurs, on a des variétés un peu plus confidentielles comme la fraise blanche, Anna Blanca, absolument, qui est une variété qui n'est pas très ancienne, mais qui, était l'image qu'on se faisait de la fraise au départ. Elle était blanche, elle n'était pas rouge. Hein, je refais pas l'exercice. Et puis, on a des variétés comme Anna Red, comme la Reine des Vallées, qui sont des petites variétés vraiment epsilon dans l'environnement des variétés que l'on a, mais qui offre à chaque fois une signature gustative, et c'est vraiment ça qui est intéressant à voir tout au long de la saison. Ouais, c'est peut-être la marque de fabrique de Gustatif et Solidaire, hein, votre collectif de producteurs, c'est justement d'avoir une telle diversité de producteurs et de régions, que vous avez aussi une diversité de variétés qui permet de faire des comparatifs, hein, qui permet aux consommateurs de pas avoir un goût de fraise au singulier, mais un goût de fraise avec un S, quoi. Des fraises, le goût des fraises. Super bien résumé. J'ai rien d'autre à dire, c'est la réalité des choses. C'est comme ça qu'on perçoit, nous, Gustatif et Solidaire, c'est la complémentarité des uns et des autres qui fait la force de Gustatif et Solidaire. Et puis il n'y a pas que Gustatif, hein, qui est quand même le premier des deux vocables. Il y a Solidaire, ce qui veut dire que vous respectez au maximum, ou en tout cas vous faites respecter le revenu de vos producteurs de fraises. Oui, complètement. C'est toujours un échange qu'on a avec eux. L'objectif, c'est qu'ils puissent continuer à travailler ce genre de variété, parce qu'effectivement, on est sur des rendements qui sont inférieurs, et où ça demande davantage de soins, davantage de fréquence de récolte, et puis on est surtout sur le sujet ultime, qui est la récolte à maturité, hein, les collets blancs sur les fraises. Fuyez-les, parce pas que pour nous, là, oui. Il manque un bout. Sauf si c'est un collet de pétales. Hein, ça peut être les petits pétales blancs là, qui sont restés de la fleur. C'est différent. Ça annonce une fraîcheur, là, en l'occurrence. C'est pas le collet des navets, hein, comme on appelle les fraises grosses, dures et pas mûres. Exactement. Un dernier mot pour dire, Xavier Mas nous alertait sur le fait que la saison a été super précoce à peu près partout. Vous abondez dans ce sens, donc des cours qui ont été un petit peu bas par rapport à ce que vous espériez? Oui, tout à fait. On a eu une petite précocité, qui s'est moins ressentie, j'imagine, sur le plein terre, parce qu'on est à peu près à quelques jours près. On est quand même à peu près dans le temps, mais l'année dernière, on était déjà sur quelque chose d'un peu avancé. Donc, on voit que malgré tout, le réchauffement climatique doit contribuer à ce qu'on s'habitue à ce genre de fréquence. Et donc, effectivement, cette année, on était un petit peu plus précoce que d'habitude, et on ressent là une évolution là, des volumes qui arrivent très fortement, donc qui vont effectivement qui vont chahuter un peu les prix certainement dans les semaines à venir. Bon, bah écoutez, Renan Evin, on souhaite à vos producteurs et à Gustatif et Solidaire que la température se régule sous les tunnels et que bientôt on puisse les ouvrir, hein, pour profiter du plein soleil pour les variétés plus tardives. Merci, bonne fraise à tous vos producteurs et à vous aussi, et à bientôt, Renan. Merci Vincent, bonne fin de journée, bon dimanche. Et nous, on va voyager plein sud dans les Alpes-Maritimes pour une fraise exceptionnelle. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on continue à explorer notre France des fraises. Oui, parce que tout le monde a une histoire de fraises dans sa vie. Une histoire, ou plusieurs histoires. Et moi j'en ai une qui date d'il n'y a pas longtemps. Je crois même du mois dernier, parce que j'ai découvert une fraise que je ne connaissais pas. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Alors pour être plus précis, je l'avais déjà goûté, mais j'avais pas fait très attention. Il se trouve que chaque année, j'anime une compétition à Monaco qui s'appelle la Super Yacht Chef Compétition. C'est la compétition des cuisiniers qui travaillent sur des bateaux. Et il y avait un fournisseur, et je dirais un partenaire de ce concours, la maison Gourmet Deliveries, qui était présente avec des fraises de carrosse. Et là, je me dis, je vais goûter. Elles étaient magnifiques, énormes, rouges, splendides. Et là, je goûte.
et je prends une claque directement, une claque, tellement de sucre, tellement d'arômes. Alors je dis c'est un terroir magnifique, Carros, c'est juste au-dessus de Nice, dans la vallée du Var. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé la productrice de ces fraises, c'est Laetitia Bernabé qui est avec nous ce matin au téléphone. Bonjour Laetitia. Bonjour. J'ai bien décrit le choc gustatif en goûtant vos fraises. Enfin, vous avez tout dit, en effet. Vous êtes habitués, vous, mais je suppose que vous avez des retours, des passionnés des fraises pour dire elles ont quelque chose de spécial, vos fraises de Carros. C'est pas possible. Alors, oui, c'est vrai. Laetitia, vous êtes installée juste à côté, à Gatières. Alors, Gatières, ça touche Carros. C'est deux communes qui sont limitrophes. Tout à fait. La vallée du Var, je le dis parce que ceux qui connaissent Nice, vous savez, c'est ce petit fleuve qui descend des montagnes et qui va se jeter à côté de l'aéroport de Nice dans la mer. Eh bien, si on remonte pas très loin, une dizaine de kilomètres, on tombe sur vos exploitations à Gatières. C'est ça, en bord du Var. Bon. Au bord du Var, tout à fait. Alors, ce qui est incroyable. La première chose, quand on voit les fraises de Carros, alors Carros, c'est pas une appellation, c'est pas une IGN au sens appellation d'origine non plus, pas une AOP, c'est juste une appellation locale. C'est en fait les exploitations autour de Carros ont de mémoire de grand-mère fait des fraises à cet endroit-là parce que le terroir s'y prêtait, et donc c'est devenu une appellation locale. Aux mines de Nice, on dit la fraise de Carros, tout le monde connaît. Et c'est ça. Et quand on les voit, d'abord, elles ont deux critères qui m'ont, moi, interpellé. C'est la taille, parce qu'elles étaient énormes. C'était la variété Gariguette avec laquelle vous commencez ? Alors non, on fait pas la Gariguette. Vous faites quoi ? C'est la Cléry. On fait de la Cléry, on fait de la Dream, on fait de la Chloé, de la Manon aussi. Oui. On fait plusieurs variétés. Au fur et à mesure des saisons, ça évolue, j'imagine, dans les variétés ? Alors oui, dans un mois à peu près, on va commencer une nouvelle variété. On va commencer la Murano. Oui. Mais le fait qu'elle soit grosse, c'est surtout parce que c'est les premières fraises. Après, elles sont un peu plus petites. Ah oui, mais là, c'était complètement dingue. Enfin, je veux dire, c'est de la taille d'une prune, quoi. Et alors, vous avez l'habitude de les... Alors, ça montre qu'elles sont hors sol parce que vous leur laissez leurs tiges. C'est un peu c'est comme des saules pleureurs. Elles ont tendance à piquer vers le sol au bout d'une tige, et donc vous leur laissez leur tige comme un signe de qualité pour montrer la fraîcheur. Oui, tout à fait. Oui. Alors on a deux modes de cueillette. On fait les tiges, donc comme vous avez vu, et après on les ramasse en barquette. Là, on enlève la tige. Oui, alors, d'accord. Voilà, mais on voit la fraîcheur surtout au niveau de la couleur. Quand la fraise est bien rouge, ça veut dire qu'elle est fraîche. Voilà. Ouais, et puis peut-être la corolle, les sépales, en fait. Oui, tout à fait. Les petites sépales vertes autour du pédoncule. Alors, je ne sais pas, mais comment expliquer le taux de sucre ? Parce que moi, c'est ça qui m'a quand même saisi, surtout en début de saison, où on est habitué justement... C'est le soleil de la Côte d'Azur. Oui, j'entends bien dans votre voix qu'il est là, le soleil, Laetitia, mais pour être plus sérieux, on disait en début d'émission que, en définitive, le mode de culture, le fait que ça soit hors sol, donc ça pousse en hauteur, c'est meilleur pour les reins de ceux qui ramassent. C'est ça aussi. N'influe pas sur justement la quantité de sucre. Est-ce que la gestion de l'eau, par exemple, est importante ? Oui, la gestion de l'eau est très importante. C'est vrai que le fait que ce soit en hors-sol, il n'y a pas de perte d'eau. Ouais. On arrose vraiment que ce qu'il faut. Le besoin, quoi. Le besoin du fruit, quoi. C'est ça. On apporte au fruit, à la plante, uniquement ce dont elle a besoin. C'est un des avantages du hors-sol. D'accord. Voilà. Après, hors sol, mais ça, bien sûr, c'est pas dans le sol, ça pousse quand même dans des sacs de terre. J'insiste vraiment là-dessus. Oui, c'est pas dans de la laine de roche. Le consommateur est un peu, non, du tout. Le consommateur est souvent effrayé, mais elles sont pas plus traitées, bien au contraire, parce que là aussi, les maladies sont maîtrisées. Il y a beaucoup moins de maladies dans le hors sol, et ça pousse quand même dans de la terre. Et ça vous permet, comme je le disais, de préserver le dos des ramasseurs. Et des ramasseuses. C'est vrai. Tout à fait, c'est ça. C'est à hauteur d'homme ou de femme. Chez Ferrero Bernabé, c'est votre activité principale ou vous avez d'autres cultures maraîchères ?
Alors, on a d'autres cultures maraîchères, mais la fraise, c'est vraiment la principale. Oui, oui. Ouais. Bah, vous en avez fait votre image de marque. Hein. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais être clair. Hein, l'année dernière, vous m'avez dit, grosso modo, 40 tonnes produites. C'est ça, tout à fait. 40 tonnes, ça commence à faire, hein, quand une fraise, c'est beaucoup. Quand une fraise, ça pèse. Alors, les premières qui est très très grosse, là, ça doit peser carrément 30 grammes ou 40 grammes la fraise, voire 50. Mais en moyenne, c'est quoi? C'est entre 10 et 20 grammes une fraise de taille normale? Oui, c'est ça à peu près. Tout à fait, oui. Il en faut une sacrée palette pour faire 40 tonnes quand même. Et vous... Oui, mais j'avoue que quand on regarde les chiffres, je regarde à 2 fois en me disant c'est pas possible, j'ai dû me tromper. Ou... c'est vrai que ça nous étonne à chaque fois. Bah oui, mais c'est parce que vous n'avez pas à vous baisser pour les ramasser. Alors, il faut savoir que vous avez un circuit de distribution qui est un peu particulier parce que vous livrez à la fois évidemment le Mine de Nice, le marché d'intérêt national, vous livrez des distributeurs et aussi des boutiques en B2C quoi, pour les particuliers comme les Saveurs d'Anna à Théoul-sur-Mer qui sont une émanation de la même société que Gourmet Deliveries. Autrement dit, tout à fait. Vous livrez tous azimuts. C'est ça, on livre aussi certains supermarchés. Ouais. Donc après c'est vrai on reste vraiment dans le local, on livre autour de chez nous. Ça c'est un gage de fraîcheur les circuits courts. Donc on livre surtout sur le Mine de Nice. Et de là ça part après sur les marchés, dans les supermarchés. Mais vraiment la proximité, on privilégie la proximité. Alors moi la question qui me vient tout de suite à l'esprit c'est est-ce que vous vendez sur l'exploitation? Oui, tout à fait. On vend aussi à l'exploitation. Oui. Donc, autrement dit, à ceux qui nous écoutent et qui passeraient à Nice, avant même d'aller dans Nice, si vous descendez en avion, hein, c'est tout simple, vous remontez la rivière au bord de l'aéroport, à 10 km, vous allez chez Ferraro Bernabé et vous allez chercher vos fraises, enfin en saison. Hein, mais cela dit, oui, en saison, bien sûr. Cela dit, on étale bien parce que ça va vraiment du début du printemps jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin de l'été en tout cas, la fraise, avec des variétés remontantes. Oui, on essaye. Oui, on essaye, mais c'est vrai qu'avec les grosses chaleurs de l'été, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous... elle résiste mal à la chaleur et surtout, il y a beaucoup plus de prédateurs l'été, beaucoup plus d'insectes et ça devient compliqué. Oui, les fortes chaleurs, la fraise n'aime pas ça. Ah non, ça. Mais on essaye. Il lui faut de la douceur et de la gentillesse. C'est ça. Et d'ailleurs, il faut signaler au passage, comme le disait Xavier Masteler, on n'a pas moyen de retarder. Hein, quand la fraise elle veut sortir, si les conditions climatiques, et on sait bien que dans les Alpes-Maritimes, là sur la Riviera, il fait beau, hein, globalement beau et chaud. Donc vous êtes un petit peu tributaire de la pousse de vos fraises sans pouvoir rien y faire, en quelque sorte. Tout à fait. C'est ça, la météo décide du rythme de la récolte. Voilà. Bon, merci beaucoup Laetitia Bernabé. Je rappelle que je vous en prie, la fraise de Carrosse à découvrir quand on est dans la région du côté de Nice et dans la vallée du Var. Là. Voilà. D'ailleurs, il y a la fête de Carrosse, la fête des fraises de Carrosse ce week-end même. Ah, mais c'est pas possible, mais c'est dingue. Alors, je tombe en pleine fête, alors, parce qu'on est dimanche, là, il y a jusqu'à ce soir, alors. On peut encore venir jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir. Oh là là, trop bien. J'adore coller à l'actualité de la fraise. Merci Laetitia, bonne fête. Bonne fête à vous tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue à explorer notre grand panier de fraises françaises et on change de région. On était dans les Alpes-Maritimes il y a une seconde et on remonte droit vers la Bourgogne. Et comme vous savez qu'en fin d'émission, j'aime bien être avec un chef cuisinier pour parler un peu cuisine avec les produits qui nous occupent. Oui, cuisine, pas pâtisserie aujourd'hui avec nos fraises. Je suis allé en Bourgogne retrouver Cédric Burtin. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Cédric Burtin.
Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin au téléphone. Alors, avec plaisir. Cédric, alors c'est juste à côté de Chalon-sur-Saône, à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. C'est le Moulin de Martorey, restaurant éponyme. Cédric Burtin, 2 étoiles au guide rouge. C'est pas rien, hein, c'est vraiment l'excellence culinaire. Et alors, Cédric, ce qui m'a interpellé cette semaine, c'est que j'ai reçu une photo d'un plat qui venait de chez vous. Et je vais pas, il est pile dans le dossier fraise, puisque c'est un pigeon que vous cuisinez avec des petits pois, les premiers petits pois de la saison, petits pois et fraises. Ça, c'est une alliance qui vous parle, ça. Ouais, tout à fait, ouais. On a créé ce plat il y a 1 an et demi, enfin 2 ans déjà. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vraiment voulu associer la fraise avec le pigeon pour. Alors c'est assez rigolo parce elle fait office de 2 registres entre guillemets. Oui, oui. Vous avez la fraise qui va vraiment adoucir cette viande qui est un petit peu puissante sur le pigeon, qui est pas un gibier, mais qui est quand même une viande avec du caractère. Ouais, on rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est une viande rouge, hein, le pigeon, mais c'est une viande d'élevage, hein, bien sûr. Ouais, c'est un pigeon d'élevage en local. Et ça va vraiment adoucir cette puissance au niveau de la viande. Et entre guillemets, ça va donner aussi sur les petits pois, la fraise va lui donner une certaine forme un peu de relief en fait. Enfin, moi je trouve que la fraise, on est vraiment sur un produit. Tout le monde pense vraiment ce côté sucré, tout ça, bien sûr. Mais aussi une certaine fraîcheur et une certaine acidité qui peut être super intéressante. C'est pour ça que ça m'intéresse, et surtout en début de saison avec Gariguette, Sifflorette, qui sont pas trop sucrés justement. Ça apporte cette note de fraîcheur. Hein. Je sais que l'acidité c'est très important en cuisine et surtout dans la belle cuisine moderne pour apporter justement ce côté sapide et frais. Ouais, en plus là vous prêchez un convaincu là. Moi l'acidité j'en fais ma marque de fabrique. Bah ouais. C'est quelque chose que j'adore et je trouve que quand vous avez une acidité sur les plats avec une acidité maîtrisée, c'est-à-dire qui est vraiment fondue dans le plat et qui apporte le relief, je trouve que c'est génial. Alors Cédric, pour ceux qui vous connaissent pas, vous êtes comme je le disais avec 2 étoiles au plastron, vous êtes passé par des grandes maisons et notamment le restaurant Paul Bocuse, Orsi à Lyon, mais vous êtes natif de Bourgogne. Alors une Bourgogne qui est plus au nord, hein. Vous êtes du Charolais, vous êtes un peu un collègue de Frédéric Doucet qui a obtenu d'ailleurs 2 étoiles au dernier palmarès du guide. Il vous a rejoint en quelque sorte et justement c'est très intéressant parce que étant Charolais, je dirais que vous avez une attirance pour la viande rouge, hein. Je veux dire c'est presque dans vos gènes et ce pigeon, ça fait le lien entre la viande rouge et la volaille. C'est très curieux d'ailleurs. C'est une viande qui est assez méconnue dans les cuisines, en tout cas qui a disparu des cuisines. Oui, et puis moi j'ai un attachement avec la viande rouge. Alors déjà de par mes origines et mon papa était éleveur charolais. Donc on a vraiment quand même cet attachement-là c'est viscéral, par rapport à notre région et par rapport à mon passé. Ouais. Et c'est vrai que le pigeon est quelque chose qu'on cuisine pas déjà à la maison. Oui. C'est un produit qu'on va rarement acheter parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de cuire, qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner pour soi. Nos grands-parents, excusez-moi, mais ils faisaient souvent du pigeon au petit pois qui était un peu le plat du printemps aussi. Hein. Ça fait partie des classiques. Oui, mais qui s'est complètement perdu. C'est vrai, vous avez raison. Et alors, vous le faites en fait, puisque vous faites pigeon petit pois, verveine et fraises. C'est-à-dire que c'est une adaptation du pigeon au petit pois en quelque sorte. Ouais, tout à fait. Ouais. On a vraiment voulu remettre quelque chose au goût du jour en fait. Alors, ce qui est très intéressant, et j'imagine bien qu'en pâtisserie chez vous, on se sert largement de la fraise, hein, parce que comme tous les grands chefs, vous servez de la saison comme palette aromatique. Mais c'était justement cette utilisation en salé, hein, dont on parle pas trop souvent. Et j'avais pas envie de terminer l'émission sur un fraisier, vous voyez, par exemple. Et j'ai trouvé très intéressante cette utilisation. D'ailleurs, on le voit de plus en plus. Moi, il se trouve que j'ai fait
récemment dans mes petits posts Instagram une tartine de fromage de chèvre frais avec un condiment de fraise, mais j'ai noté que mes filles par exemple avaient trouvé sur Instagram le mélange des premières tomates cerises qui sont assez sucrées avec des fraises, et ça, bon, a priori ça semble pas évident à ceux qui nous écoutent, mais la fraise elle va venir en fait avec un fruité léger et cette acidité pouvoir condimenter d'autres légumes très verts comme les asperges vertes par exemple. Ah oui, elle se marie très très bien avec beaucoup de choses. En fait, c'est dans notre, je pense dans notre histoire et dans notre ADN où on a vraiment l'impression d'avoir cette fraise qu'on doit faire avec entre guillemets avec une chantilly, enfin quelque chose de très simple et très sucré. Mais ou la glace à la fraise de notre enfance, quoi. Hein. Voilà, mais vous avez vraiment quelque chose où on peut jouer sur un autre registre avec. Nous, on a 500 pieds de fraises dans le jardin. Enfin voilà, on les utilise, on les prend en direct de notre jardin. Mais c'est vraiment quelque chose qui... Puis moi, c'est un produit qui m'interpelle parce que je trouve que c'est le produit qui m'a fait découvrir un petit peu comment fonctionne un jardin. Ah oui. C'est-à-dire que quand vous croquez dans une fraise vraiment au plein milieu du jardin qui fait 25 ou 30 degrés, elle est tellement expressive, alors que dès que vous la passez au frigo ou ne serait-ce que 2 heures en chambre froide, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont éteintes. Eh oui, on a inhibé l'arôme en quelque sorte. Ouais, et ça c'est valable pour quasiment tous les produits. Mais je trouve que c'est tellement représentatif sur une fraise. Enfin, c'est le jour et la nuit. La même fraise, vous la mettez 3 heures au frigo, c'est plus du tout la même. Effectivement, ça veut dire, alors si je comprends bien, ça veut dire que dans un restaurant du niveau du vôtre, hein, qui est hautement gastronomique, on peut le dire, le client aura la joie d'avoir une fraise qui va directement être cueillie et servie au service d'après. Ceux que vous allez régaler à déjeuner là dans 1 heure, ils vont avoir les fraises de ce matin, par exemple. Ouais. Il y a aucune fraise qui est passée en chambre froide. Ouais, et ça fait toute la différence, clairement, quoi. Et sur le pigeon fraise qu'on parle, quand on a trop de fraises, en fait, dans notre recette, en fait, on fait une extraction de fraises et échalotes. Ouais. Et c'est toutes les fraises qu'on a du jour en trop, hein, parce que vous maîtrisez pas la nature, hein, des fois vous en avez trop. Non, carrément. Et là, on va vraiment faire une extraction et derrière une réduction qui est extrêmement réduite pour vraiment avoir ce mélange en fait de fraises échalotes qui va venir se marier avec le jus de pigeon. Alors c'est intéressant que vous me parliez d'échalotes parce que l'échalote dans les aliacées, hein, ail, oignon, poireaux, enfin de cette grande famille, c'est la plus fruitée. Enfin, c'est le goût le plus fruité, même s'il est puissant. Il y a un côté sucré. Hein. D'ailleurs, les tatins d'échalotes aux fraises, là, ça me donne envie, là, tout d'un coup, vous voyez. Moi aussi. Non, mais c'est jouer sur la sucrosité. Alors, l'oignon est plus sucré, mais l'échalote, elle a un arôme fruité, quoi. On peut pas le qualifier différemment. L'échalote, c'est plus subtil que l'oignon. L'oignon est vraiment plus sur le sucre. L'échalote a quand même un côté entre guillemets, une fois qu'elle est confite en bouche, un côté suave quand même. Et une puissance maîtrisée. Et moi, je trouve ça intéressant. En fait, vous faites une sorte de quand vous dites extraction, c'est un jus de fraise échaloté, quoi, ou un jus d'échalote aux fraises. On part sur des fraises crues et des échalotes crues, qu'on va venir faire en décoction en fait. D'accord. Avec de l'eau et qu'on va cuire pendant quelques heures pour en extraire un jus, et ensuite ce jus là on le fait réduire mais considérablement, on a quelque chose de très intense. Alors moi je parlais d'asperges vertes parce que j'aime bien même cru, émincé un peu comme des tagliatelles avec la fraise. Ça fait pas l'unanimité à la maison, je vous le dis, mais moi j'aime ça. C'est pas grave. Si ceux qui nous écoutent ce matin, qui sont pas des grands cuisiniers comme vous, s'ils ont envie de se faire une salade de crudité, une salade de saison, qu'est-ce que vous conseilleriez? Radis et fraises, petite pousse d'épinards et fraises. Où est-ce qu'on peut mettre la fraise dans une belle salade là aujourd'hui? On peut la mettre dans beaucoup de choses. C'est vrai que tout ce qui est légumes verts et tout, ça marche. Le radis et la fraise, ça marche. Ça, c'est une certitude aussi. Moi, franchement, pour faire une belle entrée un dimanche midi, comme aujourd'hui, ou simplement,
Moi, j'aurais tendance à faire comme un carpaccio, même pourquoi pas asperges, tout cru, hein. Asperges, radis, épinards, fraises. Ouais. Vous venez faire un joli petit dressage sur une assiette plate. Assez graphique pour le coup, parce que vous pouvez jouer avec plein de couleurs. Ah, c'est joli. Et ensuite, on vient l'assaisonner avec une petite vinaigrette, un vinaigre de cidre avec un petit peu d'huile d'olive, un trait d'huile d'olive et une petite fleur de sel. Ouais. Et moi, je pense que c'est hyper frais. Vous jouez avec plein de textures parce que vous avez des légumes qui sont différents en termes de texture. Ouais. Le radis va apporter un petit peu de piquant, un petit peu de puissance. La fraise va apporter un peu de douceur. L'asperge va juste apporter cette pointe d'amertume. Et l'acidité arrive avec la petite vinaigrette, vinaigre de cidre, et à mon avis, on peut se régaler. À mon avis aussi, hein, Cédric Burtin. Merci beaucoup. Comme on le dit souvent, la grande cuisine, contraste et équilibre. Ah bah, vous en avez fait la preuve là, dans une simple salade pour nos auditeurs. Merci. Et je rappelle pour ceux qui passent en Bourgogne du côté de Chalon-sur-Saône, et ils font le détour par le restaurant de Cédric Burtin à Saint-Rémy. Voilà, l'émission s'achève, mes amis, avec une furieuse envie de croquer dans une belle fraise, avec une petite asperge peut-être, une fraise juteuse, qu'elle soit de la Côte d'Azur, du Sud-Ouest, de Bretagne ou d'ailleurs, en France quand même. Dans un instant, les infos de 11h et après on retrouve l'ami Jean-Marie Bordry et son émission de débat, le choc des idées. Bon dimanche tout le monde à l'écoute de nos programmes jusque dans les jardins. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.